있는 제주도에 가히 없는 해녀들 비참한 살림살이 세상이로다. Mesdames et messieurs, chers amis, chère Monique, bienvenue dans cet événement de la Fondation culturelle Musée Barbier-Muller. Bienvenue à tous. En tant que président de cette fondation, et l'honneur que Jean-Paul m'a donné d'être président de cette fondation, notre président d'honneur, j'aimerais commencer tout d'abord par avoir une pensée sur Jean-Paul. Jean-Paul qui, depuis là-haut, je pense, nous observe. Il nous observe bien sûr avec son air critique, surtout avec son air de toujours râler, de ne jamais être content de tout, parce qu'il a ce perfectionnisme qui fait qu'il était au courant de tout également. Et je pense qu'il serait très très fier ce soir de voir que sa succession, ses enfants, la famille est derrière ce projet et soutient ce projet. Ceci également avec l'aide d'une personne qui a repris le flambeau, qui est la Maison des Montres Jaunes. Merci François-Paul de reprendre ce flambeau. Bravo, c'est une belle cause. Cette cause mérite des belles gens. Et la preuve que nous ayons réuni ce soir toutes ces belles gens dont vous faites partie, c'en est la preuve. Donc, au lieu de m'attarder sur différentes choses, je vais passer la parole à celle qui est la cheville ouvrière de cette fondation, celle qui, sans elle, rien ne pourrait se faire. Ma chère Laurence, je te laisse continuer et présenter le thème de cette soirée. Merci Laurence. Bonsoir à tous et bienvenue. Il est vrai que cette soirée aurait pu être mélancolique en l'absence de Jean-Paul Barbier-Muller, mais ce n'est pas le cas, car il a pu concrétiser tous ses rêves. Cette fondation culturelle pour l'étude des peuples oubliés, créée il y a 7 ans avec l'appui de son ami Juan Carlos Torres, était l'œuvre dont il était le plus fier. Il disait qu'aucun être humain, aucune religion, aucune culture ne devait disparaître sans laisser de traces. Comme vient de le dire Juan Carlos Torres, il souhaitait que son œuvre perdure et son vœu s'est réalisé. Sa fondation est entre de bonnes mains. Son fils Stéphane, qui est le vice-président, et François-Paul Journe soutient notre démarche. Depuis la création de la fondation, 11 missions anthropologiques ont été réalisées et ont permis de mettre en lumière des cultures de peuples d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et aussi d'Amérique. Car l'année prochaine, nous nous intéresserons à une tribu indienne d'Amazonie, les Cararao. Mais nous en reparlerons plus tard. Ce soir, si nous sommes réunis, c'est pour mettre à l'honneur une île du sud-ouest de la péninsule coréenne et pour rendre hommage à des femmes extraordinaires, courageuses, qui vivent en harmonie avec la nature, les plongeuses Jamyo. Je vous propose de débuter la soirée par la projection d'un film qui vous donnera une idée de l'histoire et de la vie de ces femmes hors du commun. La réalisatrice de ce court-métrage, Roselyne Ségalen, va maintenant vous dire 2 mots. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis très honorée d'être ici parmi vous. Et donc j'ai le plaisir de vous présenter mon court-métrage de 13 minutes réalisé à partir des rushs que j'ai tournés en mars et juillet 2016, suite à mes 2 séjours à Jeju. En mars, j'ai accompagné Oh Kyung-pak lors de son premier voyage de repérage, où j'ai découvert les rites chamaniques. En juillet, j'ai passé 3 semaines sur le terrain que j'ai choisi, au nord-ouest de Jeju. J'ai alors rencontré et noué des relations avec des personnes proches des Régnaux et les Régnaux elles-mêmes. Mon intérêt pour les sociétés de type matrilinéaire remonte à plusieurs années. Il a été stimulé par la lecture du livre « Une maison sans fille est une maison morte ». Ce livre rassemble des articles sur 14 sociétés matrilinéaires de par le monde
et a été écrit par des anthropologues de renom, dont Oh Kyung. C'est ainsi que j'ai pu la contacter et la rencontrer. L'opportunité de découvrir une de ces sociétés s'est alors présentée. La Fondation Barbier-Muller a été le facilitateur de cette expérience en soutenant le livre d'Oh Kyung Pak sur les Rényos. Mon court-métrage est une initiative personnelle que je souhaite développer. En effet, j'ai l'intention de retourner sur le terrain et en faire un documentaire. Je remercie infiniment Laurence Matet et la Fondation Barbier-Muller qui me permet de vous le présenter ce soir. Découvrir l'île de Jeju, c'est plonger littéralement dans une culture millénaire. Ce n'est pas la Corée de la modernité, pas encore. C'est, je crois, le moment de recueillir ce qu'il reste d'une culture très ancienne dérivée de l'animisme, peuplée de déesses, de chamans et de vieilles plongeuses appelées Rényos. Située au sud de la Corée, mystérieuse, sauvage et inspirante pour les poètes comme Le Clésio, elle est aussi une mine de trésors pour les anthropologues. J'y suis allée pour la première fois en mars 2016. Voici les chamans qui dansent et pratiquent des rituels symboliques durant les fêtes lunaires où les vieilles plongeuses habillées de blanc viennent demander les faveurs de la déesse du vent pour une bonne année de pêche. Ce rituel s'appelle le Yeongdonggeut. En 2009, il a été reconnu par l'UNESCO comme richesse intangible de l'humanité. Il est très ancien, on en trouve des traces écrites dès le XIIIe siècle. Il est spécialement fréquenté, organisé et soutenu par celles et ceux qui vivent de la mer, les Rényos ou femmes plongeuses et les propriétaires de bateaux. À ma surprise, de nos jours, cette tradition attire aussi des gens de la ville, des universitaires, des amoureux de Jeju et de sa culture. Et toute la presse locale est là. Chamans, femmes et hommes, existent et les proportions sont à peu près égales. Autrefois, les chamans femmes de pratique animiste étaient plus nombreuses, mais à présent, les hommes ont été invités à performer suite à l'influence du confucianisme venu du continent, qui favorise les hommes dans les représentations prestigieuses. L'animisme révère la nature comme étant le principe protecteur et nourricier de la terre. Le confucianisme, lui, se concentre sur l'adoration des ancêtres et est fondé sur une stricte hiérarchie. Les Rényos sont omniprésentes et certaines d'entre elles sont choisies par les chamans pour honorer officiellement la déesse. Elles sont accompagnées de leurs amis en civil. Elles donnent leur obol pour la chamane, qui va les servir et officier pour elles en quelque sorte. Je voudrais vraiment en savoir plus sur ces étranges plongeuses qu'on appelle Rényos. Étonnamment, ces femmes sont les pourvoyeuses de ressources de leur famille depuis plus de 2 millénaires. Dans des conditions très difficiles et dangereuses, elles plongeaient en apnée, sans équipement, jusqu'aux années 70 et continuent à ce jour à n'utiliser aucune bouteille. L'art de la pêche se transmettait de mère en fille depuis le plus jeune âge. Aujourd'hui, les filles de Rényos ne veulent plus faire ce dur métier. Les Rényos étaient 24 000 en 1966, il n'en reste que 2300 environ de nos jours. Je rencontre Young-sok, qui va être mon interprète provisoire. Young-sok, you are the daughter of a Rényo. Yes. Do I pronounce well the word Rényo, by the way? I'm not sure. Yeah. Rényo. Rényo is better. Literally mean sea women. Fille de Rényos, elle a choisi de ne pas l'être. Prof d'anglais à l'université de Jeju, elle incarne la nouvelle génération qui a fait des études. Pour elle, les Rényos n'avaient pas le choix. Elles sont devenues Rényos parce qu'elles devaient nourrir leur famille. C'était la seule alternative quand on n'avait pas de richesse personnelle. Donc,
la nécessité économique. Mais pourquoi seulement les femmes ? On dit que leur corps était plus adapté à résister au froid parce que plus gras. On dit aussi que le salaire des femmes n'était pas taxé à une époque et qu'elles en auraient tiré profit pour elles et leurs familles. Ceci ne me paraît pas totalement convaincant. Un fait est incontestable et incontesté, c'est que ces pratiques de plongée au féminin durent depuis plus de 25 siècles sous toutes les configurations politiques. Je vais donc poursuivre mon enquête. Le statut des Régniaux a changé selon les époques. Au XXe siècle seulement, on peut voir que de prolétaires de la mer pauvres et analphabètes et vaguement immorales, en effet, elles portaient seulement des maillots de coton. Elles ont ensuite acquis un statut de travailleuses spécialisées, sont devenues le pivot économique de leur famille et ont représenté le symbole de la résistance contre les Japonais. Certains de leurs chants sont devenus trésors de la résistance. Les Régniaux menaient et mènent une vie très difficile. Et ce n'est pas étonnant qu'il existe un système de croyances pour les soutenir. Les traditions chamaniques, animistes, spirituelles relient les Régniaux à la mer et à la terre. Serait-ce tout simplement cela le secret de leur force ? Je partage mes réflexions avec Young-sok. Elle me propose d'aller sur la côte sud, où elle a repéré une fête qui semble être le pendant populaire de l'accueil à la déesse du vent. Tout le village est convié, petits et grands. C'est un hommage familier à la déesse du vent. Ici aussi, les femmes sont à l'honneur. Ici, pas de rituel précis où officiants et pratiquants ne se mélangent que peu, mais une fête où on tutoie la déesse. Le contraste entre le rituel reconnu par l'UNESCO, très codifié, et celui-ci me frappe. Les femmes prennent en main quasi toute la fête, et les hommes participent sans revendiquer une place prépondérante ou de prestige. Tutoyer les déesses était une réalité il y a encore quelques décennies. Chaque village avait son propre petit hôtel avec des dieux et déesses familiers. Les villageois les appelaient grand-mère et grand-père. J'aimerais rencontrer des Régniaux. Young-sok me présente deux sœurs, filles de Régniaux, Stella et sa sœur Unja. 돌아가기 3년 전부터 이 바다를 못 들어가게 진짜 아프게 그러니까. 근데 너무 바다를 그리워하시는 거예요. 그래서 우리 딸 셋을 보고 누가 해녀를 좀 해라. 힘들지만서도 이게 기력에 따르면 물질을 못 하거든요. 그러면서도 그분들도 이제 기력이 따르면서도 고생은 했지만 물질을 하고 싶어 하더라고요. 그러니까. Stella plonge aussi avec les Régniaux, mais rarement. Elle deviendra ma guide et amie durant mon second séjour en juillet 2016. Profondément attachée à la culture Régniaux, créative, autonome, elle a transformé les biens immobiliers qu'elle a hérités de sa mère en pensions et petits restaurants qu'elle a appelés Slow Tortuga. La tortue est le nom du phare tout proche. J'arrive au dernier jour de beau temps avant la saison des pluies. Pendant une semaine, la pluie ne s'arrête que peu. J'ai à peine le temps de sortir ma caméra. Les Régniaux travaillent depuis 9h du matin jusqu'à 13-14h et ensuite, comme c'est la saison des oursins, elles vont les préparer immédiatement pour la vente, après la pêche, jusque tard dans l'après-midi. Elles sont à des années-lumière de mon monde occidental, nourri de lectures sur le genre. La plupart d'entre elles ont commencé le travail à l'âge de 8 ans et sont illettrées. L'île est en plein changement et menace peu à peu d'oublier ses trésors identitaires. Elle devient le refuge des habitants de Séoul en mal d'authenticité et des Chinois qui veulent des maisons de vacances peu chères. Je remarque des statues tout près de chez Stella. Qui représente-t-elle ? Il y a le dieu dragon de la mer, la déesse dragon, le magistrat protecteur et surtout Sol Munde allemand et sa fille. Bien sûr, j'en ai entendu parler. C'est la déesse la plus importante puisque la légende dit qu'elle aurait créé l'île. Je rencontre un personnage étonnant, fou amoureux de son île, qui va m'éclairer sur cette déesse. Il s'appelle Uncholpak et a créé Stone Park,
C'est un immense domaine qui met en scène la légende de la création de l'île. Unchol cite une phrase bien connue à Jeju. Les trois abondances de l'île sont la roche, le vent et les femmes. Pour Unchol, la déesse Solmunde est à l'origine de la roche et à l'origine de l'île qu'elle créa. La légende dit qu'un jour de disette, elle tomba dans un immense chaudron où elle avait préparé une soupe pour ses fils. Quand ils en prirent conscience, ils moururent de chagrin et se transformèrent en rochers. C'est la parabole la plus poignante de l'amour maternel, mais aussi du lien indestructible et essentiel que tissent les humains avec leur mère et par extension avec les autres humains. Il me semble à présent mieux comprendre d'où vient la force des femmes et l'empowerment dont elles ont fait preuve durant ces 2 millénaires. L'identification à un système de croyances où la mère est l'élément fondateur, où la solidarité et le respect de la nature sont les conditions sine qua non à la survie, éclaire le fonctionnement de cette culture. Qu'en restera-t-il dans 50 ans ? Les spécialistes disent que les Haenyeo auront disparu. Dans les années 70, elles ont été reconnues par le gouvernement local comme richesse identitaire de l'île et sont choyées comme telles. On a mis en place des programmes pour aider à perpétuer leur savoir-faire, dont 2 écoles Haenyeo que j'ai visitées. Certes, des jeunes apprennent à plonger, mais deviendront-elles un jour Haenyeo ? Qu'adviendra-t-il de la culture de Jeju dans son ensemble ? Ses croyances, ses mythes, ne peut-on pas les relier à d'autres ? Ce modèle de démocratie égalitaire, de solidarité et d'écologie est, me semble-t-il, inspirant pour nos sociétés occidentales en crise. Les sociétés de type matrilinéaire, croyais-je, étaient très minoritaires. Pour la plupart, elles mettent l'accent sur le bien collectif et non la compétition. Il y en a toujours un grand nombre sur les 4 continents, mais elles sont presque toutes en voie de disparition, rattrapées par le néolibéralisme mondial. Et si nous poursuivions l'enquête en direct et en images, avant qu'il ne soit trop tard, et témoignons de ces sociétés connues seulement des anthropologues. Je vais maintenant donner la parole à notre anthropologue, le docteur Oh Kyung Pak, coréenne d'origine. Elle vit au Canada. Elle étudie ces plongeuses depuis plusieurs années. Elle a même enseigné à l'Université nationale de Jeju. Elle nous fait le plaisir de s'être déplacée spécialement à Genève pour cet événement. Merci Oh Kyung. Merci. Bonsoir, il me fait un grand plaisir d'être ici parmi vous. J'ai ici avec moi la photographe Madame Ko Song-mi et plongeuse de Jeju. Voilà, donc c'est ça la couverture de mon livre. Peut-être vous avez déjà vu. Pour vous situer, la Corée, c'est une petite crevette rouge attachée au grand continent de Asie. Cette carte montre la position stratégique de Jeju et entourée par grandes puissances, la Chine, Russie, Japon. Voilà Jeju, île de Jeju. À droite, petite île, c'est Udo, où j'ai fait le terrain. La géographie de Jeju, c'est une île volcanique. 3 richesses connues, les roches, le vent, les femmes. Les roches spectaculaires, le vent, les femmes. Et il y avait un diplomate américain, une étrangère qui a visité Jeju il y a 100 ans. Il qualifie le Jeju Amazon de la Corée. Il a écrit un livre, « Les hommes de Jeju ont une existence inférieure. Les femmes sont toutes puissantes. »
Cette description est peut-être un peu exagérée, mais l'impression d'énergie et d'activité que Sens en retire n'est pas du tout dénuée de vérité. Qui sont les plongeuses? Il y a plusieurs mots qui sont utilisés. Jamnyo, c'est femme qui travaille sous de la mer. Haenyo, femme de la mer. Il y a une connotation colonialisme japonais. Donc il y a des gens savants qui ne veulent pas utiliser ce mot. Mais quand vous entrez à Internet, c'est toujours Haenyo. Voici la première image de Jamnyo dessinée en 1702 par un gouverneur de Jeju envoyé par le gouvernement central. Vous voyez là à droite, intérieur de cercle rouge, Jamnyo, début du XXe siècle. Elle s'habillait comme ça et plongeait dans la mer. Jamnyo, maintenant, 2016, leur philosophie, c'est préservation des ressources naturelles. On peut dire en terminologie moderne, écoféminisme. La mer est une ressource naturelle pour toutes les Jamnyo. Et la préservation des ressources naturelles est primordiale pour eux. La philosophie des Jamnyo, coexistence avec la nature, coprospérité avec la nature, mise en commune des bénéfices, revenus collectifs plutôt qu'individuels. Leurs règles. La mer, le terrain de pêche est une propriété collective et elle nettoie et nourrit la mer ensemble. Plutôt, c'est un foyer à l'extérieur, le lieu pour changer leur combinaison de plongées, transmission des savoirs et échange des informations. Contribution à la communauté. Une partie de leurs revenus est donnée comme salaire des enseignants ou de chefs de village ou construction d'une école. Respect des vieilles plongeuses, attribution d'un terrain moins dangereux à vieilles plongeuses. Plonger toujours en équipe parce que la mer est dangereuse. Interdiction de pêcher durant une période donnée, par exemple quand il y a la mort d'un collègue. Leur routine de travail, plonger environ 15 jours par mois, plonger de 20 mètres sous la mer, plusieurs plongées de maximum 2 minutes, pas de bonbonnes d'oxygène pour permettre d'épargner les ressources de la mer, durée d'une journée de plonge à 4 à 7 heures avec la combinaison plongée à caoutchouc versus 1h30 sans équipement. Leur équipement, je vais passer vite, juste vous montrer les images. 이는 제주도에 가히 없는 해녀들 비참만 살렴살이 세상이로다 추운 날 더운 날 비가 오는 Leur moto, leur moyen de transport, et pour moins jeunes, moins riches, poussettes comme ça. Travaux des plongeuses, expéditions à longue distance, défense des îles durant la période du colonialisme, études la nuit, paysannerie, gardienne de la mer, travail domestique. Elles ont fait une expédition à longue distance pendant 100 ans, depuis 1880 jusqu'à 1970, en Russie, Chine, Japon, et d'autres postes de la Corée. C'est un monument de mouvement anti-japonais. L'école de soie, elles sont aussi fermiers, dont champ d'arachide. 제주도에 가히 없는 해녀들 비참만 살렴살이 세상이로다 추운 날 더운 날 비가 오는 날에도 Produits de la mer qu'elle collecte, c'est conques, ormeaux et varech. Revenu mensuel d'une plongeuse, il y a 20 ans, c'était environ 1 500 €. Et le salaire de son mari, qui était un fonctionnaire, 1/5 de ce revenu. 제주도에 가히 없는 해녀들
비참한 살념살이 세상이로다. 추운 날 더운 날 비가 오는 L'aide des hommes sont essentiels. Les hommes aident. 바다의 물결에 시달리는 몸 아침 일찍 집을 떠나 항문 되면 돌아와. Tour de pierre pour protéger les hommes. Les hommes sont considérés fragiles. Et on met tour de pierre pour protéger. Préoccupation des Jamnians, récolte abondante et survivre. Pas d'accident et pas de mort. Et prier à la divinité ancêtre, implorer sa protection. Là, nourrir la divinité, offrir des cadeaux. 추운 날 더운 날 비가 오는 날에도 Autel pour la déesse, la prière ardente de Jamnian, nourrir la déesse dragon. En 2016, moins de 4500 plongeuses à Jeju. Il y a 50 ans, elles étaient 23 000. Donc le nombre de Jamnians diminue très vite. Nous allons maintenant débuter la table ronde. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une célèbre navigatrice, Catherine Chabot, qui sera notre animatrice. Rappelons qu'elle a été la première à terminer un tour du monde sans escale et en solitaire. Elle est journaliste, mais elle a avant tout engagé dans la préservation des mers et du littoral. Alors, un grand merci Laurence Maté, et merci à la Fondation Barbier-Muller de m'avoir donné cette opportunité de découvrir ces femmes. Alors, pour parler de ces femmes, d'abord, pour vous dire que moi, j'ai accepté cette animation pour plusieurs raisons, et notamment pour deux, parce que c'est la plongée qui m'a donné la passion de la mer. Avec mon père, nous allions plonger. D'abord, j'ai connu la mer en dessous avant de la connaître au-dessus. Et puis, quand j'ai arrêté la compétition, j'ai eu l'occasion d'aller naviguer en terre de feu, dans les canaux de la terre de feu. Et il y a un peuple qui a disparu en terre de feu. Ce sont tous ces Indiens de la terre de feu, des Indiens de Patagonie, etc. Il n'y a eu personne pour faire le travail formidable que les anthropologues font aujourd'hui sur les Jamnios. Et je me suis beaucoup interrogée parce que là-bas, ce sont les femmes qui plongeaient. Et personne n'a vraiment su m'expliquer, si ce n'est qu'éventuellement, une femme a effectivement un peu de graisse pour se protéger du froid. Et l'eau là-bas est à très basse température, pratiquement à 8 degrés. Donc moi, j'aurais forcément une question, parce que vous n'avez pas parlé de la température de l'eau. Mais avant de vous poser votre question, mes questions, je vais inviter sur la scène deux autres anthropologues. Tout d'abord, Pascal Marie Milan, qui va nous éclairer, qui a étudié d'autres populations matrilinéaires. On va s'intéresser à ce mot barbare que je ne connaissais pas. Et puis également Guigone Camus, qui, elle, nous parlera surtout de populations du Pacifique. Et elle s'intéressait surtout à leur relation à la mer, ces populations qui menacent de disparaître à cause de la montée de l'eau à cause du réchauffement climatique. Et puis, on a, je vais inviter aussi Roselyne Ségalen à nous rejoindre. Merci pour ce formidable documentaire. Et puis, on a deux plongeuses, une apnéiste que j'aime beaucoup, qui est Aurore Assou. On ne se connaît pas bien toutes les deux, mais merci Aurore de nous avoir rejoints. Aurore fait partie de ces femmes incroyables qui passent je ne sais pas combien de minutes, on va le savoir. Et puis, on a une autre plongeuse, mais elle ne veut pas venir nous rejoindre. Elle est trop timide. C'est l'une de ces femmes Jamio. Alors moi, je suis très impressionnée parce qu'elle a fait le voyage depuis Jeju pour être parmi nous. Mais elle est timide, alors on lui posera quand même quelques questions depuis la salle. Donc, il va rester une chaise libre. Mais si vous voulez monter, votre nom, c'est Swadja Kim. Hein, c'est comme ça qu'on prononce Kim. Voilà. Vous êtes invité si vous avez envie de nous rejoindre. On vous posera des questions depuis la salle. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, vous avez 3 micros, c'est votre relation à la mer. Alors, je vais commencer.
par l'apnéiste, forcément, à Aurore. D'où vient cette passion pour la mer pour vous? Bonjour à tous. J'ai eu une petite émotion en regardant votre film quand j'ai vu que je porte le même matériel que Léa Aignaud, une combinaison en néoprène, exactement la même en fait. Et j'ai un lien très fort avec la mer parce que, un peu comme Léa Aignaud, j'ai commencé enfant la plongée en apnée et j'allais chercher des coquillages au fond de la mer et des coquilles d'ormeaux aussi. À quel endroit? Des yeux de Sainte-Lucie, dans la mer Méditerranée, bien sûr, en Grèce. Et c'est ce lien qu'on a dès qu'on est enfant avec la mer est très fort et ensuite il est indélébile, je crois. Une fois qu'on a eu ce contact tôt avec la mer, ensuite ça devient une sœur, cette mer. Et on revient après continuellement dans la mer. Et j'ai un lien très fort avec tous les peuples de la mer, tous les pêcheurs en apnée. Et encore plus une émotion quand je vois que la pêche vivrière existe encore, c'est que ce n'est que du prélèvement. Et avec toutes les horreurs qu'on voit avec la pêche, ça fait plaisir de voir que l'agneau perdure. Merci Aurore. Vous nous avez expliqué que c'est la lecture d'un livre qui a été à l'origine de ce court-métrage. Mais votre relation à la mer, vous? Excellente. Excellente. Non, je suis bretonne d'origine et j'ai toujours adoré la mer et j'aime être dans la mer aussi. Mais ma passion pour les Regnault, c'est un petit peu différent. Effectivement, ça rencontre la passion pour la mer. Mais c'est surtout le fait que c'est une société complètement atypique et qui est inconnue, comme la plupart des sociétés matrilinéaires. Vous parliez, on en reparlera après. Et donc c'est ça qui m'a fascinée, je dois avouer, et c'est ma motivation première pour aller les découvrir. Quand vous avez tourné là, il faisait froid parce que on ne sait pas quelle est la température de l'eau finalement. Alors c'est vrai qu'on m'a posé la question. En fait, l'eau, moi j'étais en juin-juillet pour le deuxième voyage et l'eau était bonne, très très bonne. C'est-à-dire, je pense comme la Méditerranée, 25, 26, mais en hiver, elle l'est beaucoup moins et les Regnault, elle plonge toute l'année. Okay. Elle plonge en hiver. Merci. Alors, les deux anthropologues, ethnologues, Guigone, Camune, alors nous toutes les deux, on a le plaisir de se retrouver parce que Guigone fait partie, on a cofondé la plateforme Océan et Climat pour faire entendre la voix de l'océan dans les négociations climatiques. Je suis ravie de retrouver Guigone ici. Guigone, votre relation avec la mer. Merci Catherine, je suis ravie aussi de te revoir dans ce contexte-là. Et je suis ravie de ta question. Et un petit peu comme Aurore, je ferai référence à l'enfance, je crois, qui est importante pour beaucoup d'entre nous dans ce rapport à l'océan, en tout cas au monde marin. Pour ma part, c'est à travers mon grand-père qui nous a initiés à la pêche en Méditerranée. Par de longues parties de pêche, le matin très tôt, le soir très tard. C'est de là qu'est né mon amour pour cet espace, cette vastitude, ce vide aussi, mais qui pour moi est plutôt synonyme de paix, de liberté et de calme. Et je pense que cette expérience, cette enfance m'a marquée au point de choisir mon terrain, donc Kiribati en Micronésie, qui sont de tout petits atolls perdus dans l'océan Pacifique. C'est vraiment les régions parmi les régions les plus difficiles à atteindre et les plus isolées par cet océan. Ce choix m'a guidée, enfin cette enfance m'a guidée dans ce choix et cet amour d'un certain vide. Mais quand on connaît ces populations, l'océan n'est pas vide, il est fait de routes, d'ancêtres, il est fait de parcours ancestraux, il est fait de mythologie, il est fait de récits. Donc ce jeu entre les vides et les pleins m'a énormément attirée. Voilà, de même que l'altérité et le lointain. Je crois que pour certains anthropologues ou ethnologues, le désir de rencontrer l'autre vient du fait qu'on ne se sent pas très bien dans sa propre culture et qu'on ne sait pas trop ce qu'on y fait. Donc on va voir qu'on n'est pas forcément mieux ailleurs, mais qu'on a énormément de richesse à tirer de ces expériences.
Merci. Pascal Marie, alors vous êtes intéressée aux Na, mais avant de parler des Na, donc c'est un peuple qui n'est pas du tout au bord de la mer. Votre relation à vous avec la mer, je crois que finalement vous avez un lien avec elle. Il y en a une, oui, parce que les Na sont dans les montagnes à 2800 mètres d'altitude. Alors effectivement, il y a un petit décalage au niveau du choix. En tout cas, c'était pas pour les océans. Mais par contre, comme Guigone et comme d'autres, c'est dans l'enfance. Voilà, une tradition familiale dans la natation et qui a abouti à être sauveteur en mer pendant 10 ans. Donc, voilà. Docteur Okyumpa, vous êtes coréenne et votre relation à vous avec la mer, pour vous être intéressée à ces plongeuses, il y a une raison particulière? Ma relation avec les plongeuses, la mer, non, ce n'était pas mon intérêt au début. Je suis retournée en Corée pour visiter ma mère, qui a retourné en Corée du Canada après 40 ans. Et comme ça, j'ai connu Jeju, et j'ai connu Jamnyo, et en vivant avec eux, je suis allée chaque fois 1 mois par année. Et j'ai fait 4 ans, et ensuite j'ai fait un terrain de 3 mois, et ensuite j'ai écrit ce livre. Et c'est fascinant, leur vie et la société. Ça me rappelle de la société à Sumatra, Indonésie, où j'ai fait ma thèse de doctorat. Et c'était une société, proprement parlant, matrilinéaire. Et j'ai dit, tiens, cette société n'est pas tout à fait matrilinéaire, malgré que ces gens parlent qu'ils sont une société matriarcale. Donc, alors, je vous interromps, mais moi j'ai du mal à comprendre, et je ne sais pas si tout le monde comprend aussi. Matrilinéaire, matriarcal, matrifocal, matrilocal, ça veut dire quoi tout ça? Et bon, on a compris que la femme était au milieu et qu'il y avait une transmission du savoir de mère en fille, hein, c'est ça. Mais c'est quoi la nuance entre toutes ces appellations? Je n'entrerai pas en détail toutes ces différences, mais la société matrilinéaire en Indonésie, Sumatra, essentiellement, c'est une société parce que les femmes possèdent la terre. Et la terre est transmise de mère à la fille et à la suite. Et les femmes vivent dans une maison ensemble, sœurs et toutes les femmes, une grande maison. Tantôt, j'avais photo, mais je n'avais pas le temps de montrer. Et tandis qu'à Jeju, les femmes, elles n'ont pas la terre, mais elles possèdent la mer ensemble, collectivement. Oui. Ça m'intéresse beaucoup, mais je vous en parlerai après. C'est très intéressant, ça. Elles partagent ce domaine. Et donc, elles le préservent aussi, puisque c'est leur ressource. Elles le nourrissent. Et c'est là, je parlais tantôt écoféminisme, parce que leur façon de vie depuis longtemps, c'est comme ça. Depuis longtemps, des siècles, hein, d'après le documentaire. C'est incroyable que cette culture n'ait jamais disparu. Pascal Marie, j'ai cru comprendre que la matrilinéarité, c'est un peu votre sujet. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu et la différence éventuellement entre ce qu'on a vu et le livre qui est décrit dans le livre d'Okyung, et puisque vous avez observé, vous, chez les Na, donc vous nous précisez qui sont les Na aussi? Alors les Na, c'est un cas qu'on dit exemplaire des sociétés matrilinéaires parce que là-bas, dans l'organisation sociale et dans la parenté, les femmes cumulent les positions amélioratives en fait. Donc ce sont elles qui transmettent les maisons, les biens, le nom de la maison. Généralement, on vit dans la maison de la mère, donc c'est matrilocal. Et on dit aussi que c'est matrifocal parce que la figure de la mère est importante. Et dans les mythes, on retrouve très souvent cette figure revenir, etc. Et donc la femme est, on va dire, très importante pour eux, bien mise en avant, etc. Et du coup, la société s'organise autour d'elle principalement. Ça ne veut pas dire que les hommes n'existent pas dans cette société. J'allais demander, et les hommes dans tout ça, où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'il vaut mieux finalement naître femme garçon ou fille dans ces sociétés? Alors, très souvent, on dit que c'est une société sans mariage, sans père, ni mari, mais c'est un petit peu plus complexe que ça. On vit en maisonnée. Donc, en fait, dans une maisonnée, il y a besoin d'une balance genrée. Il y a besoin d'avoir aussi des hommes qui font des travaux que les hommes font, comme construire une maison.
que les femmes habitent et que les femmes transmettent. Donc les hommes ont quand même un petit rôle. Il y a des pères, mais ce n'est pas des pères comme nous on l'entend, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas avec leur compagne, ils vivent dans la maisonnette de leur sœur ou de leur mère. Il y a aussi des maris, mais ce n'est pas la manière dont nous on comprend ce qu'est un mari, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat entre l'homme et la femme. L'homme visite la femme, si la femme est d'accord, elle garde la porte ouverte, si elle ne veut pas, elle la ferme, donc c'est elle qui décide de la relation. Roselyne, vous les avez trouvées heureuses, ces femmes, ces hommes, cette culture séculaire, qu'est-ce que ça vous a inspiré, puisque vous avez aujourd'hui envie d'en faire un documentaire? Je les ai trouvées en effet très très fortes, extrêmement présentes, extrêmement travailleuses aussi, parce que je crois que ce que Marie-Pascale n'avait dit, c'est que effectivement, dans les sociétés matrilinéaires, les femmes ont beaucoup d'importance, mais elles travaillent énormément. Donc, effectivement, chez les Regnault, elles travaillent même plus que la moyenne, puisque quand elles ont fini de plonger, elles vont encore cultiver leur jardin, etc. Mais elles m'ont paru effectivement fières, heureuses de ce qu'elles étaient, et extrêmement courageuse, donc oui, c'est très agréable d'avoir des femmes qui ne sont pas effacées, et puis surtout qui sont un exemple de la variabilité des rôles, et qui montrent bien qu'une assignation de genre est complètement artificielle et culturelle surtout. C'est ça qui m'intéressait particulièrement. Ces femmes s'identifient à des déesses très fortes. On n'a pas eu le temps de parler. Très présent quand même, hein, le rôle que joue le chamanisme et le rituel, etc. Voilà, il faut dire qu'il y a donc 18 000 dieux, je parle sous ton contrôle, au Kyung, 18 000 dieux et déesses, mais 75% ou 80% sont des déesses et pas des dieux, et donc que les femmes s'identifient beaucoup aux femmes fortes et aux déesses. Dans les légendes, il y a toujours des femmes extrêmement fortes qui vont combattre des choses, des dragons, etc., et qui vont réussir justement à sauver leur communauté. En général, en Occident, c'est plutôt le petit garçon, le héros qui va battre le dragon, etc. Là, ce sont les femmes. Donc les femmes ont l'habitude de s'identifier à ces femmes fortes. Et donc, c'est là que je dis, c'est culturel. Et c'est intéressant de faire ce travail et de voir comment les femmes s'identifient à cela et deviennent fortes par la force des choses, mais par leur culture. Alors vous diriez qu'il vaut mieux naître garçon ou fille dans ces... Quel est le sort le plus enviable? Le sort le plus enviable? Parce qu'en fait, c'est très segmenté. Enfin, il y a l'histoire, il y a la vie des hommes, et la vie des garçons et la vie des filles. Enfin, les hommes ont aussi une importance. Disons que dans certaines sociétés matrilinéaires, parce qu'il y en a vraiment beaucoup et de différentes sortes, il y a ce qu'on appelle, et Okyung vous le dira demain, no sex dominant, pas de sexe qui domine. Et ça, disons que ça paraît un peu comme l'idéal. Donc voilà, ça m'a beaucoup intéressée. C'est intéressant. Guigone, dans ces îles du Pacifique, les peuples que tu as rencontrés, eux, ça existe, ces coutumes, parce que c'est quand même un peuple des populations qui sont aussi très habitées par le spirituel, qui ont une relation avec la mer, voilà. Et en revanche, la matrilinéarité, ça n'existe pas. Non, en effet. Pour autant. Et pourtant, on n'est pas si loin, quoi. Là, on est en mer de Chine. On n'est pas si loin de l'Indonésie, notamment, mais on est dans une structure ambilinéaire, c'est-à-dire que les droits fonciers, les droits notamment sur la magie, les magies de pêche, les magies d'agriculture sont transmis par les hommes et par les femmes, donc à leurs enfants. Donc on a un double héritage, à la fois maternel et paternel.
Mais je trouve cette conversation intéressante parce qu'on a cette identification, enfin en tout cas cette association entre l'océan, la mer et les femmes, à la fois ce soir, je crois, par notre présence. Et puis c'est vrai que d'une manière générale, mais aussi je pense également aux mythologies polynésiennes, où voilà, l'homme, la figure de l'homme est fréquemment associée à la voûte céleste, au monde céleste, et la femme associée à la terre et à la mer. On a ces expressions, la mère nature, Mother Nature, qui reviennent dans les COP, dans les sommets sur le climat. Il y a quand même une association qui me frappe, les grandes... les femmes il y a beaucoup de femmes qui défendent l'océan. Je pense à Ségolène Royal. Absolument. Je pense à Isabelle Autissier. Moi, j'en fais partie. Voilà un certain nombre de figures féminines en particulier qui sont très liées à la survie, à l'entretien, à la protection de l'océan. Alors c'est peut-être un préjugé de ma part, mais il y a quand même quelque chose de spécifique. Moi, la mer, je l'appelle ma petite mère, pour te dire. Aurore Assau, moi j'ai envie qu'on toutes les deux, parce que tu as déjà noué, tu as fait la connaissance tout à l'heure de Souja, voilà, et tu as déjà noué une relation avec elle, et j'ai envie que toutes les deux, toutes les deux, on lui pose nos questions. Tu as envie de lui poser des questions. Oui. Et j'ai cru comprendre en plus que tu avais envie de faire des documentaires sur ces sujets-là, que ça t'intéressait de... Avant de poser ta première question à Souja, vas-y. Oui, brièvement, je partage votre métier. Je suis passionnée par la création de films pour donner la parole à des gens qui ont beaucoup de choses à dire sur la nature et sur la mer, évidemment. Et dans les années qui viennent, j'aurai beaucoup de plaisir à donner la parole à des scientifiques, c'est très important, et aussi, comme vous l'avez dit dans votre documentaire, à des peuples, des populations qui vivent au bord de la mer en tout équilibre, ce que j'ai fait dans mon dernier documentaire au Vanuatu. Je ne peux pas vous en parler ce soir, bien sûr, mais juste, j'ai eu le sentiment d'avoir rencontré pour la première fois de ma vie une communauté de pêcheurs qui était dans un équilibre parfait avec la nature nourricière, la mer et la terre, et qui vivaient avec des dugongs, qui sont pourtant une espèce complètement menacée sur la liste rouge de l'IUCN, mais en toute paisibilité et dans un respect total, comme les Aïgnos, des ressources marines. Et je pense que les scientifiques, d'une part, et ces communautés de gens de la mer, on va dire, de pêcheurs, peuvent, comme vous l'avez dit dans votre documentaire, nous donner des inspirations. Voilà. Alors en parlant d'inspiration, avant que tu poses ta première question, je voudrais juste que tu nous rappelles combien de temps toi tu restes sous l'eau, quel est ton record de profondeur? Alors c'était encore un autre clin d'œil que vous avez souligné dans votre documentaire et aussi dans vos écrits, que leur plongée dure environ 2 minutes. Jamais énorme, non? Plus que 2 minutes. Et moi aussi, quand je descends en profondeur, mes plongées durent entre 2 et 3 minutes. Et c'est un temps qui est bien pour pouvoir bouger dans l'eau et avoir une activité. On peut rester plus longtemps, mais dans ce cas de figure-là, on ne bougerait pas. On serait vraiment le corps en veille. Mais quand on a une activité physique à faire, que ce soit de la pêche ou alors la plongée pour aller au plus profond de la mer, voilà, autour des 2-3 minutes, c'est bien. Donc c'était un autre clin d'œil. Souja, est-ce que vous voulez nous rejoindre sur la scène? Est-ce qu'elle va vouloir nous rejoindre sur la scène? Ah oui, elle veut venir. Oui. Voilà. Oh, viens là. Voilà. Super. Aurore, ta première question alors. Qu'est-ce que tu as envie de lui demander? Parce que, voilà. Merci. Ma première question, elle vient du cœur. C'est est-ce que je pourrais plonger avec vous un jour? Voilà. C'est pas beaucoup de discours. 아, 예. 제주도 오시면은 물에 들어갈 수 있어요. J'emmènerai mes palmes, ma combinaison et voilà. Oui, elle dit quand tu viens à Jeju, on peut aller ensemble. Merci beaucoup. Moi, je voudrais savoir, vous plongez toujours? À quel âge vous avez commencé et à quel voilà, est-ce que vous plongez toujours? 아, 저는
첫 번 시작은 어릴 때부터 몇 살 때가? 한 13, 14살부터 첫 번 시작을 합니다. 근데 지금 50년 이상 됐습니다. Elle a commencé environ à 13 ans. Et elle continue depuis 50 ans, oui. Pourquoi a-t-elle fait le voyage? 저는 박 선생님이 한 3개월 동안 저희 그 마을에 오셔가지고 해녀에 대해 가지고 그 뭐를 조사한다고 해가지고 지금 여기 있는 고성미 사진 제공한 작가님하고 우리 한번 여행을 가보자 해가지고. Donc, elle a dit, cette dame, moi, est venue là, elle a habité 3 mois, puis après, elle a écrit un livre, elle a entendu que le livre est sorti, donc je suis venue pour témoigner. Et en même temps, elle aimerait voir Europe, parce qu'elle n'est jamais venue en Europe. On dit que c'est une culture qui est menacée. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle? Est-ce que sa propre culture est menacée? Est-ce qu'elle est en péril? Est-ce qu'elle a envie de la préserver? Voilà. 저희는 아직 바다의 오염 안 됐어요. 저희 있는 데는 안 됐어요. Elle dit que ce n'est pas très grave à Jeju jusqu'à maintenant, ce qui touche sa vie professionnelle. Pour elle. Pour elle. Oui. Mais est-ce qu'elle incite les filles à devenir daimyo ou pas? 예, 하고 있어요. Oui, elle dit. Mais elle a juste 2 garçons. C'est excellent. Mais comme vous avez vu tantôt dans le film de Roselyne, il y a 2 écoles de Jamnyo. Donc les jeunes qui viennent, mais même les grandes viennent. Et quelques apprendre. garçons. Oui. Rares. Oui. Avant qu'on s'intéresse à leur relation avec la mère, Roselyne, vous l'aviez rencontrée ou pas quand vous avez fait votre documentaire? Non, j'étais dans une autre coopérative. Il y a plusieurs coopératives sur l'île. Oui. Et Okyung était à Udo, donc c'est une toute petite île qu'on a vue tout à l'heure, donc à l'est de Jeju. Et moi, j'étais au nord-ouest dans une autre petite coopérative. Et non, nous ne connaissions pas. Est-ce qu'on peut dire, Okyung, que ce sont des paysannes de la mer? C'est vrai que moi, je me suis posé la question. Nous, dans notre culture, ce sont les hommes qui vont... On parle de marins-pêcheurs. Les femmes ne vont pas... voilà. Et en revanche, quand on voit certaines cultures africaines, ce sont les femmes qui cultivent la terre, qui récoltent éventuellement le sel, etc. Est-ce qu'on pourrait dire que ce sont des paysannes de la mer? Oui, elles sont les paysannes de la mer et elles font comme des paysannes. Elles sèment. D'ailleurs, le 1er octobre était ouverture de la saison de conques. Elles ont sémé et attendent... La saison des congres? Conques, pardon, oui. des conques. Et elles attendent pendant 10 mois. Et elles ont semé des juvéniles, c'est ça? Oui, des toutes petites conques. Oui. Et elles attendent donc la maturité. Mois, oui, et le 1er octobre, c'est ouverture. Donc, tous les Jamnyo entrent, récoltent conques. Et donc elle a laissé un grand bénéfice qu'elle aurait pu avoir. Et elle a laissé derrière, elle est venue. Oui, donc c'est comme... Et puis quand vous avez vu quelques photos, elle travaille comme des paysannes en dessous de la mer. Oui. Alors, l'île de Jeju est en plein milieu, on l'a vu sur la carte tout à l'heure, c'est l'une des mers les plus polluées du monde. La mer Jaune, la mer de Chine, on est vraiment à côté de la Chine, la Corée, le Japon, etc. Et les courants, j'imagine, amènent les déchets, comme on voit de plus en plus sur certaines îles du Pacifique. On va en parler aussi. Est-ce que c'est des choses qu'elle voit? Est-ce qu'elle voit évoluer son environnement? Oui, depuis quelques années. Ça, elle dit une fois par mois, tous les Jamnyo, chaque village, elle ramasse toutes les poubelles qui
au rivage. Et qui arrivent de l'extérieur, Oui, en c'est fait, ça. voilà, qui arrivent amenés par les Donc par ça les fait courants. partie de leur vie collective. Ouais. Et le réchauffement climatique, est-ce qu'il y a des coraux froids? Il y a du corail froid, non, dans cette région-là? Oui, il y a des coraux. En Ouais. ce moment, il y a une base militaire marine qui a été construite. Et cette région, exactement, c'est où il y a beaucoup de coraux. Et on s'inquiète que cette base va détruire tous ces coraux. Il y a cette inquiétude. Et aussi, réchauffement, à cause du réchauffement, il y a certains poissons tropiques qui sont venus de l'extérieur, probablement du côté de la Chine. Et il y a un autre, en anglais on appelle starfish. Et tous ces... Oui, exotiques. Et puis, ils mangent des poissons à Jeju. C'est une espèce invasive. Oui, Ouais, c'est ça. Très invasive, oui. Oui, mais jusqu'à tel point. Alors peut-être, est-ce que c'est intéressant de les pêcher justement pour diminuer la pollution de ces starfish? Oui, donc est-ce qu'elles les Oui. Ah, Donc, voilà. le gouvernement encourage de pêcher tous ces... Donc les ANO parfois font des campagnes pour les pêcher pour diminuer la population des starfish. Oui. Guigone, l'impact du réchauffement climatique sur les Kiribati, alors c'est étrange parce que dans toutes les grandes conférences internationales, les Kiribati sont souvent représentés, hein, les conférences internationales sur l'océan. C'est vraiment l'archipel, c'est un archipel, hein, c'est ça, que l'on cite quand on évoque les îles qui risquent de disparaître du fait de l'élévation du niveau de l'océan à cause du réchauffement. On en est où aujourd'hui? En fait, c'est une menace qui est pour demain matin, pour dans 20 ans, pour dans 50 ans? Ça monte. Ça continue de monter, ça continue d'éroder les littoraux. On est dans des environnements avec énormément de corail et la pêche et la santé des lagons dépend de la santé du corail. Or, voilà, on n'est plus sans savoir aujourd'hui que le réchauffement climatique induit donc une hausse de la température de l'air, de l'océan, ce qui entraîne le blanchissement du corail, une acidification des eaux, une déoxygénation de la mer, etc., qui ont des répercussions directes, bien sûr, sur les ressources marines. Hein. Les gens de Kiribati vous disent, déjà, c'est plus chaud. Et puis, certains poissons migrent, on ne sait pas pourquoi. Alors, est-ce qu'ils cherchent de la nourriture dans d'autres zones ou est-ce que, petit à petit, ils cherchent aussi des eaux plus fraîches? C'est un peu compliqué parce que la recherche scientifique, on n'a pas de biologistes, on n'a pas de sciences dures dans ces coins-là pour vérifier ce que nous, on collecte de témoignages humains. Mais les gens nous disent que les bénitiers, hein, ces grands coquillages, ont tendance à diminuer. Tout devient de plus en plus inaccessible, de plus en plus difficile d'accès, plutôt, même si la quantité des ressources marines reste encore très très importante, bien qu'il ne faille pas oublier la menace de la pêche, et notamment de la pêche illégale en haute mer, qui a une répercussion sur les espèces, hein, c'est en chaîne. Hein. Donc des espèces qui disparaissent, des espèces qui migrent. Pas de répercussion économique pour l'instant sur les populations, mais une répercussion sur leur vision, sur leur appréhension, sur la manière dont ils embrassent la nature, une nature qu'ils ne comprennent plus, du fait de l'imprévisibilité des changements, du fait de la rapidité aussi des changements. Et ça ne va faire qu'augmenter. Alors on perd de la terre à Kiribati, puisque l'eau monte, on va perdre des ressources, et puis l'eau va continuer de monter irrémédiablement, ce que nous dit très bien l'actualité d'aujourd'hui, puisqu'on a... Le rapport du GIEC, voilà, là, le rapport sur du le GIEC, 1,5 degré. Ne pas dépasser 1,5 degré par rapport à l'ère industrielle, et puis on aura, corrige-moi si je me trompe, mais en 2019, un rapport spécial sur l'océan. Oui, océan cryosphère. Voilà, oui. Et les glaces fondent, le niveau de la mer monte, et ces populations qui n'ont que ces petites îles, des atolls coralliens extrêmement à fleur d'eau, très, très bas, n'ont pas de solution de migration, n'ont pas de solution de repli, et sont finalement vont finir dans ce que j'appellerais c'est un peu une obsolescence programmée, hein, de ces sociétés vulnérables. C'est un cul-de-sac aussi, culturel, sécuritaire, alimentaire. Et voilà, aujourd'hui,
moi je m'engage sur la communication, en tout cas la transmission de ce message. L'ethnologue devient engagée et presque militante. Pas militante, mais engagée. Alors justement, c'est intéressant de partager avec vous, de vous entendre sur l'adaptation. On parle beaucoup d'adaptation au changement climatique. Moi, j'ai envie de vous dire, et notamment Pascal Marie, y compris dans les terres, comment les populations que vous observez s'adaptent-elles à la pollution grandissante, au changement climatique? Est-ce qu'elle l'observe? Quelle relation a-t-on avec ce mot qu'on a tous à la bouche en Occident, qui est l'environnement, etc. L'écologie, c'est quoi la relation avec son environnement pour ces populations? Dans le cas d'ENA, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une société qui a plutôt une économie de subsistance, c'est-à-dire qu'elle se sert de son environnement direct pour subvenir aux besoins de la maisonnée, consommer, etc. Comme dans le cas de Jeju, il y a le tourisme qui est arrivé en fait au lac Lougou parce que la culture, la société est plutôt surprenante. Précisez-nous où se trouve exactement le lac en question. Alors, du coup, géographiquement, en Chine, c'est grand la Chine. On est dans l'Himalaya chinois, c'est-à-dire à la frontière du Yunnan et du Sichuan, qui avait été plus ou moins connu à un moment donné pour ses tremblements de terre. Et du coup, évidemment, elles prennent soin de leur environnement et puis toute leur société est organisée du point de vue de ce qu'on appelle le politico-religieux par rapport à des grandes entités comme les montagnes, les lacs, etc., qui sont toujours pensées au féminin. Donc elles ont un grand rapport à cet environnement dont elles prennent soin. Le seul problème qui se pose, c'est que c'est une société de 30 000 individus dans une Chine où il y a plus d'1,4 milliard de Chinois, et qui produit énormément de plastique, de toutes sortes de choses que les NA ne connaissaient pas en fait. Ne connaissaient pas jusqu'à peu, ou alors dans les années 90 à peu près. D'accord. Sauf qu'aujourd'hui, toute l'arrivée de l'économie de marché par le tourisme, etc., fait qu'ils peuvent acheter des marchandises. Et ils n'ont pas du tout conscience, parce que ce ne sont pas eux qui ont fabriqué ces choses-là, de l'impact que ça peut avoir sur leur environnement. Mais pas plus que le reste de la population chinoise, j'imagine. Peut-être plus. Ou pas moins, je veux dire. Peut-être que dans les villes, il y a peut-être une conscience qui est en train d'arriver, parce que c'est quand même très problématique à Shanghai, à Beijing. C'est-à-dire qu'on consomme et on jette dans la nature. Ouais. Et éventuellement, comme en Afrique, moi j'ai toujours entendu dire qu'on attendait les pluies pour jeter les poubelles à la rivière parce que tout ça allait emmener. Et c'est ça qu'on retrouve dans l'océan. 80% des déchets qu'on retrouve dans l'océan viennent de la terre. Donc c'est ça. Et là, on jette. Il y a un jette. problème d'éducation par rapport aux déchets en fait. Mais je vais vous dire, chez nous aussi, c'est récent quand même notre prise de conscience. Quelle réponse apporte-t-il? Pour l'instant, pas de réponse. Pour l'instant, pas de réponse parce qu'il n'y a pas que qui font ça. Hein. Quand vous avez 1 million de touristes qui arrivent au lac Lougou par année et qui jettent tout par les fenêtres, c'est la population... C'est pas plus cette population de NAC. Voilà. Alors moi, j'ai participé à des collectes de déchets, parce qu'on se rend compte dans les villages qu'il y a un problème avec les déchets, donc on va les ramasser, etc. Mais c'est une goutte d'eau par rapport à ce qui est en train de se passer du point de vue de tous ces éléments qui mettent des années des centaines d'années parfois à j'ai perdu le mot, se décomposer. À se décomposer. Oh Kyung, vous, justement, sur l'adaptation de ces populations, de ce peuple, à l'évolution finalement, parce qu'on parle de la pollution, mais on parle finalement aussi du tourisme, le contact avec tous ces touristes qui viennent les voir. Qu'est-ce que ça impacte, comment ça fait évoluer cette culture, et est-ce que c'est pas ça aussi qui la met un peu en danger? Voilà, comment vous observez tout ça, puisque c'est, je pense, un peu le cœur aussi de votre ouvrage et de vos études. L'avenir, on ne sait pas, mais en tout cas, Udo, l'ampleur de problème de tourisme, population de Udo, 2000 personnes, et chaque année, 200 000 touristes passent par cette île. Et tous ces gens, quand ils viennent, il faut manger, il faut jeter bouteilles de plastique, plein de choses. Et donc, vraiment, ça devient un problème majeur, tourisme. Mais j'imagine que ce n'est pas juste là, mais c'est vraiment un peu partout du monde, parce que tourisme, groupe, c'est parce que la vie est devenue un peu plus...
En même temps, on pourrait se dire pour les Jamnyo, elles ont des bouches à nourrir finalement, parce que elles pêchent jusqu'à présent elles pêchaient pour leur communauté, mais maintenant il faut nourrir. Donc j'imagine on fait venir forcément de l'alimentation depuis. Donc jusqu'à maintenant, elle ne fait pas venir. Il y en a assez. Elle pêche, elle récolte et puis elle vend. Ça, pour le moment, ça va. Mais j'imagine la mer polluée de plus en plus. Et puis, elles n'ont pas la concurrence de la pêche industrielle aujourd'hui, puisque cette pêche industrielle est vraiment... Parce que la mer, chaque village possède la mer. C'est protégé. La village. C'est protégé, mais comment se protéger finalement de ce qui vient d'extérieur? Parce que je comprends bien l'organisation de la société séculaire. Ce que je comprends moins bien, c'est comment finalement elle résiste, cette organisation, à la proximité des autres cultures. Vous dites qu'il y a des touristes qui arrivent, il faut bien ouvrir ses bouches. Est-ce que sur les marchés, on ne trouve que des produits de la mer pêchés par ces femmes? Ou est-ce qu'on trouve aussi des produits de la mer qui viennent d'ailleurs? Adore tout ce qu'elle récolte et c'est tout frais. Et donc pour le moment, je ne vois pas grande concurrence entre d'autres industries. Mais comme je vous ai dit tantôt, il y a la base militaire, marine, et aussi vont arriver grands cruises, des touristes qui vont arriver par les grands bateaux. Là, il y a d'autres problèmes, mais pour le moment, ce n'est pas arrivé. Est-ce qu'il y a une conscience du gouvernement pour justement préserver? Parce que le tourisme, ça peut être une belle chose si on va vers un tourisme contrôlé. Et en plus, il y a touristes chinois qui arrivent, qui ont beaucoup d'argent, qui achètent la terre aussi. Donc, il faut limiter toutes ces choses. Et il y a conscience. Mais je ne sais pas le gouvernement jusqu'à quel point protège l'île et les gens où ils travaillent avec d'autres industries. Je n'ai pas assez d'informations. Et vous disiez que ce sont des aires marines protégées? Normalement, chaque coopérative a le droit et se donne le droit de pêcher sur un certain périmètre de mer. D'accord. Alors c'est très intéressant parce que ici en Europe et même à travers le monde, les Nations Unies, mais ça a été décliné en Europe, on développe ce qu'on appelle la planification des espaces maritimes. Et en fait, finalement, cette culture a planifié ces espaces maritimes, a créé finalement ces aires marines protégées. Ce sont des espaces qui sont co-gérés. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est vrai que dans mon poste de délégué ministériel à la mer et au littoral, j'ai eu à travailler sur cette planification des espaces maritimes. Ça veut dire, puisque notre avenir est en mer, comment arrive-t-on se partage-t-on? Enfin, comment collectivement arrive-t-on à gérer, à mieux connaître, à préserver et à gérer durablement cet espace? Et finalement, on a beaucoup à apprendre de cette gestion, Aurore. En fait, tu me fais rebondir sur quelque chose parce que on n'a rien inventé avec notre développement durable et compagnie. Vraiment, ces sociétés, on voit ça depuis toujours. Je le vois avec les Aïno, je l'ai vu au Vanuatu, où il y a des règles qu'on appelle des tabous. Je ne sais pas s'il y a des règles sur les quotas de pêche et des restrictions dans l'année. Mais en tout cas, ils ont une connaissance de la mer, de ce que moi j'ai pu voir, et j'ai hâte de savoir si c'est la même chose pour les Aïno. Mais une connaissance... sur l'environnement, sur les espèces, sur les périodes de reproduction, avec des règles très strictes sur des périodes de pêche. Et là, on se rend compte que vraiment, nous, on n'a rien inventé et on essaye de se rattraper aux branches. Et en fait, j'ajouterais que les scientifiques de Jeju font appel aux connaissances des Aïno maintenant et travaillent en binôme avec elles pour avoir leurs connaissances qui ne sont pas encore mesurées, mais qu'elles ont depuis des siècles et qui sont... Est-ce que tout ça est coordonné comment? Est-ce qu'il y a une grande... Le gouvernement local je veux dire, est-ce que ces femmes sont organisées, par village, par communauté? Oui, c'est ça, par coopérative. D'abord par le village, et c'est un nombre de villages
font partie de coopératives. Et tout ça, il faut payer un certain montant pour devenir un membre de coopérative. Et chaque plongeuse, quand elle abandonne son droit, elle va marier avec quelqu'un d'autre dans un autre village. Il faut payer un membership là-bas. Et quelqu'un d'autre qui arrive aussi, fait vice-versa. Tout est réglementé. Est-ce que vous pourriez lui demander qu'elle nous donne un exemple, je pense que ça intéressera tout le monde, de restriction de pêche sur vraiment un cas précis, sur une espèce de coquillage qu'on ne peut pas pêcher ou une règle ancestrale sur justement ces restrictions? 그 해산물이 산란기가 돼가지고 작업을 중단해가지고 10월달 돼야 작업 시작. La fin de mars, tout est interdit de pêcher. Et seulement en octobre, la saison s'ouvre, quoi. Oui. Et de mars à octobre, oui, les haïgneux ne pêchent pas? Oui, parce que fin de mars, il y a... C'est la reproduction, oui, c'est la période de reproduction. On a aussi ça, effectivement. Elle respecte les périodes de reproduction. Et ça, c'est depuis des siècles que c'est comme ça? Oui, nous, c'est récent. Pour moi, c'est la plus belle information que j'ai ce soir. Oui. Je trouve ça très beau. Guigone, je ne t'ai pas posé la question sur l'adaptation, et puis après, on va prendre une question s'il y en a. L'adaptation, la manière dont ces populations des Kiribati s'adaptent au changement. C'est assez compliqué. Je crois qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais les populations ont du mal à s'adapter parce qu'il y a une incompréhension avec les outils que sont ce qu'on appelle les savoirs autochtones, les savoirs sur l'interprétation du climat, les changements de saison, El Niño, La Niña, tout ça c'est en train de changer. Donc les gens n'ont plus le matériel, je dirais, intellectuel ou culturel pour interpréter et donc anticiper. Et ils sont dans cette espèce de, je dirais, de phase de repli, qui n'est pas du tout une phase de déni, mais qui est une phase plutôt de pudeur et de réflexion, pour savoir qu'est-ce qu'on va faire demain. Et à Tapitoea, l'atoll sur lequel je travaille, les gens sont extrêmement silencieux dès qu'on parle de changement climatique. C'est une question qui est pour l'instant non pas en suspens, mais dont la réponse est encore en gestation. Et donc il y a un silence, il y a un tabou sur la parole. Qu'est-ce qu'on va devenir dans l'avenir? Parce que c'est à la fois une question, c'est une manière de résister, c'est une manière de s'adapter contre la violence, contre l'angoisse de mort, contre la peur, et puis contre la vulnérabilité et l'incapacité matérielle, politique, financière de réagir. Et puis j'avais envie d'ajouter une petite note peut-être à la fois pessimiste et optimiste. Pessimiste parce que j'ai l'impression qu'on est quand même dans des configurations où hyper localement on protège, mais d'un point de vue global, il y a cette menace, il n'y a pas que celle-là, mais il y a cette menace quand même qu'est la Chine et le tourisme chinois. Il faut bien savoir que les Chinois investissent le Pacifique par des biais plus ou moins évidents, plus ou moins admis, pour son tourisme balnéaire dans 10, 20, 30, 40, 50 ans. Donc c'est une post-colonisation planifiée pour le littoral, pour la mer, pour le tourisme, le plaisir. Et ce plaisir demande le sacrifice de la nature, ce qui est quand même problématique. Et puis optimiste, parce que je voudrais remercier la Fondation culturelle Barbier-Muller qui soutient, qui se bat contre cette image un petit peu manichéenne, David contre Goliath, en sensibilisant le public notamment, en publiant et en soutenant la recherche. Donc voilà, on est dans une phase un peu de stand-by pour beaucoup de populations qui ont des outils. En Polynésie, on a le Rawi, par exemple, qui ont des outils pour protéger la mer, mais à l'extérieur de ces zones hyper locales, arrivent les menaces, je ne peux pas accuser uniquement la Chine, mais arrivent les menaces et puis la pollution et la vie occidentale d'une manière générale, les modes de vie occidentaux. Eh ben, moi, j'ai envie de vous dire une chose. J'ai été très très touchée parce que finalement, les Jamnio, eh bien, elles regardent déjà l'océan comme un bien commun de l'humanité. Elles sont déjà responsables. Et moi, c'est cet appel que j'ai lancé pour que l'océan soit reconnu comme bien commun de l'humanité. Finalement, j'ai rien inventé, mais c'est au niveau des Nations Unies que nous avons lancé cet appel. Enfin, si demain il doit être reconnu comme bien commun de l'humanité, c'est au niveau des Nations Unies.
Donc on a commencé à se mobiliser, on a rédigé un appel avec des scientifiques, avec l'Institut français de la mer, avec une juriste, etc. Et alors on est très fiers parce qu'on a lancé cet appel le 8 juin. Moi je vous invite à le signer, c'est sur oceanascommon.org. Et on est très fiers parce que la Route du Rhum est partenaire et soutient notre appel. Et on travaille aussi avec le gouvernement français pour que... voilà, il y a une négociation qui vient de s'ouvrir sur l'océan à l'ONU et qui doit donner un statut à l'océan au-delà des zones sous juridiction. Et donc, on va essayer de promouvoir ce concept de bien commun. Et voilà, je suis touchée parce que finalement, voilà, ces populations nous donnent aussi l'exemple, même celle des Kiribati, etc. Merci, moi j'ai eu un vrai plaisir à vous écouter toutes. Merci.